Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance, la deuxième, de la séquence 5 du programme d'histoire de la classe de 4e consacrée à la Révolution française et l'Europe, le rendez-vous manqué 1792-1815. La dernière fois, nous avons planté le décor et plus particulièrement, nous avons axé notre étude sur la carte de la domination française exercée par l'empereur Napoléon Ier sur une grande partie du continent européen et pas à n'importe quelle date, à son apogée, c'est-à-dire au maximum de sa domination, c'est-à-dire au début de l'année 1812. Aujourd'hui, nous allons continuer à planter le décor, mais plus dans la dimension spatiale, mais cette fois-ci dans la dimension temporelle, chronologique. Par tout, l'histoire se fait quand même à partir de dates, vous le savez aussi bien que moi, et donc nous allons aujourd'hui découvrir les temps forts des relations complexes et compliquées entre la Révolution française et l'Europe. Tintintin. Grand B, donc, la Révolution française et l'Europe, les temps forts, 1792-1815, avec cette problématique plus longue à lire que difficile à comprendre. Quels sont les épisodes clés et les personnages marquants qui jalonnent les relations complexes entre la France républicaine puis impériale et l'Europe? Alors pourquoi ce subtil distinguo entre la France républicaine et la France impériale? Eh bien tout simplement parce que comme notre étude repart de l'année 1792, c'est-à-dire au moment où la Révolution française n'avait pas encore, si je puis dire, accouché de la République, puisque la République va naître en septembre 1792 et va durer jusqu'en mai 1804, rappelez-vous, portera différents noms, à la fin ça sera le directoire, puis le consulat. Donc nous allons faire une sorte de flashback, de retour en arrière, qui va concerner la France de la Révolution et donc la France de la Première République. Et puis à partir de mai 1804 et jusqu'en 1815, là on n'est plus dans la France républicaine, mais on est dans la France du Premier Empire. Donc voilà pourquoi je distinguais les deux. Et sur notre frise chronologique, vous voyez une autre distinction qui est d'un autre ordre. En rouge, qui va des années 1792 jusqu'à 1812 à peu près, l'Europe, plus ou moins dominée par la France révolutionnaire puis impériale. C'est surtout vrai d'ailleurs à partir de 1805. Et puis, à partir de 1812 et jusqu'en 1815, vous allez voir que l'Europe va progressivement arracher sa liberté à l'empereur Napoléon Ier. Donc l'histoire d'une domination, puis d'une libération. Il n'est pas toujours facile de sélectionner 6 dates clés et seulement 6 sur une période longue d'une vingtaine d'années, et surtout pour évoquer les relations entre un pays et le reste du continent. Mais néanmoins, la première date que je vous propose est absolument incontestable, elle est incontournable. Il s'agit du 2 décembre 1805 et elle consacre cette date la plus écrasante, la plus belle, la plus incontestable victoire de Napoléon Ier, celle d'Austerlitz, en Autriche. Et là, Napoléon Ier ne fait pas les choses à moitié, puisqu'il va écraser en même temps, en une seule bataille, et les Autrichiens et leur allié russe. C'est pas pour rien qu'il existe une gare d'Austerlitz à Paris, et qu'il existe aussi une avenue, et certainement quelques dizaines de rues et de places qui portent le même nom partout en France.
Alors si le premier repère, celui d'Austerlitz, était un repère guerrier, militaire, violent, là le deuxième est beaucoup plus pacifique, mais on le doit toujours à Napoléon Ier du reste, puisque c'est dans les mois qui suivent Austerlitz, nous sommes en 1806, et Napoléon Ier qui, rappelez-vous, est très très fier de son code civil, le code Napoléon, qu'il a créé en 1804, qu'il a mis en place en France, eh bien il va décider que les États européens qui sont sous sa protection, qui sont donc ses vassaux, vont devoir appliquer le Code civil français, évidemment avec des adaptations locales, mais voilà, 1806, le Code civil français est appliqué dans les États européens vassaux. Si j'ai bonne mémoire, c'est les États que vous avez coloriés en vert sur la carte de la séance précédente. L'année 1806, c'est une grande année pour l'empereur Napoléon Ier qui va imposer, là encore, aux Européens, mais pas seulement aux États vassaux, il va imposer à tous les États européens le blocus continental dirigé contre cet insaisissable ennemi qu'on ne peut pas envahir par voie maritime, mais qu'on va donc essayer de ruiner sur le plan commercial, je veux dire par là le Royaume-Uni. Novembre 1806, décret de Napoléon Ier imposant le blocus continental contre le Royaume-Uni à tous les États du continent européen. Pour l'empereur des Français Napoléon Ier, finalement, le continent européen est une sorte de pâte à modeler dont il fait ce qu'il veut, parce qu'il est le maître absolu, parce qu'il écrase les coalitions européennes qui osent se dresser contre lui les unes après les autres. Et donc Napoléon défait les frontières, refait les frontières à sa guise, selon ses intérêts, ou selon les intérêts de la France. Et c'est ainsi qu'entre 1807 et 1813, pendant quelques années seulement, va apparaître un très éphémère État polonais, créé par la volonté de Napoléon Ier, je vous expliquerai pourquoi, et qui ne s'appellera pas Pologne, mais qui s'appellera le duché, le grand-duché même de Varsovie. Alors là, il va faire des heureux, évidemment, les Polonais, mais il va se faire aussi l'empereur beaucoup d'ennemis, parce que tout le monde n'avait pas intérêt à voir renaître la Pologne, et c'est pas très grave, puisqu'à l'époque, Napoléon est au sommet de sa puissance, donc il n'a pas peur de ses ennemis. Mais à force d'imposer au peuple européen ses décisions, sans jamais leur demander leur avis, Napoléon Ier va finir par exaspérer les Européens, les peuples européens, qui vont finir par se révolter les uns après les autres. Alors il est hors de question de retenir toutes les dates de toutes les révoltes qui se sont égrenées entre 1808 et 1813. On va retenir ensemble, si vous le voulez bien, la toute première révolte d'importance, celle qui a donné le signal finalement, celle qui a mis le feu à tout le continent européen. Nous sommes les 2 et 3 mai 1808. Les Espagnols et plus particulièrement les Madrilènes, autrement dit les habitants de Madrid, se révoltent contre l'occupation française, prennent les armes et c'est le début de ce que l'on appellera la guerre d'Espagne qui durera de 1808 à 1814. Et ça sera l'occasion pour nous d'étudier un et même deux tableaux célèbres, très célèbres, d'un peintre espagnol qui justement va immortaliser sur la toile cette révolte espagnole des 2 et 3 mai 1808. Je vous en dirai plus dès la prochaine séance.
le dernier repère, c'est juin 1815. C'est un événement à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de l'Empire français et de la famille Napoléon. En revanche, c'est une date à marquer d'une pierre blanche pour les Européens, puisque c'est en juin 1815 que s'effondre définitivement l'Empire français de Napoléon Ier, puisque c'est à ce moment que se déroule la dernière bataille, la dernière défaite, celle de Waterloo. On aura l'occasion d'y revenir, mais ce n'est pas tellement la bataille de Waterloo que je vais vous demander de retenir, c'est plutôt le contexte politique et diplomatique qui accompagne la bataille de Waterloo, autrement dit ce qu'on appellera le Congrès de Vienne et le traité de la Sainte Alliance, où les vainqueurs de Napoléon Ier vont tenter de mettre fin définitivement à toute forme d'idéal révolutionnaire, français ou pas, peu importe, et ils vont également se redécouper l'Europe comme un gros gâteau dont chacun voudra évidemment la plus belle part. Et je reviendrai bien évidemment avec vous sur ce que fut le Congrès de Vienne, mais aussi sur ce que fut le traité de la Sainte Alliance. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, dans cette séquence, l'empereur des Français, Napoléon Bonaparte, autrement dit Napoléon Ier, va nécessairement constituer le pivot central, le personnage incontournable, on va le croiser dans toutes les séances, puisqu'il est l'homme qui va soumettre l'Europe par la guerre jusqu'en 1812, de 1805 à 1812, et il va tenter, très maladroitement, trop maladroitement certainement, d'exporter les idéaux de la Révolution française en Europe. Mais vous allez vous rendre compte que c'est une affaire de famille chez les Bonaparte que la domination exercée sur le continent européen au début du XIXe siècle. La preuve avec Caroline, et oui, pour une fois que nous avons l'occasion de laisser la place qu'elle mérite aux femmes dans cette galerie des personnages, on ne va pas s'en priver. Je vous présente Caroline Bonaparte, qui est donc la sœur de Napoléon, qui est aussi l'épouse du maréchal Murat, et le maréchal Murat devenant donc le beau-frère de Napoléon Bonaparte. Et comme Napoléon Ier va nommer Murat roi de Naples, et bien son épouse Caroline devient, par voie de conséquence, la reine de Naples de 1808 à 1815, de par la volonté de son frère. Alors, place à un artiste, l'artiste Francisco de Goya, qu'on appelle aussi plus généralement Francisco Goya, artiste qui va nous fournir notre œuvre d'histoire des arts de la prochaine séance, mais c'est pas uniquement pour cela que je l'invite dans notre galerie des portraits, mais c'est aussi parce qu'il montre bien à quel point la France et l'Europe ont manqué leur rendez-vous, puisque Francisco Goya est un amoureux de la France, un francophile, un sympathisant de la Révolution française, qui va être cruellement déçu par l'attitude française, l'attitude de Napoléon en particulier vis-à-vis de son peuple, le peuple espagnol, et il va finir par, bien à contre-cœur, bien amèrement, il va finir par se tourner contre l'occupant français, puisque les Français n'apportent pas la liberté et l'égalité promises aux Espagnols, mais ils leur apportent au contraire la violence, et il va combattre à sa manière, c'est-à-dire avec ses pinceaux, il va être le témoin de la guerre d'Espagne entre les Espagnols et les Français de Napoléon, et il va prendre fait et cause pour les Espagnols combattants de la liberté.
Pour finir, l'un des grands vainqueurs de Napoléon en 1815, alors j'aurais pu en toute bonne logique mettre le roi d'Angleterre George III ou son premier ministre William Pitt, puisque le Royaume-Uni fut de toutes les coalitions contre la France révolutionnaire puis la France impériale, mais l'homme qui a littéralement terrassé Napoléon Ier, en réalité c'est le tsar, c'est-à-dire l'empereur de toutes les Russies, Alexandre Ier, monarque absolu russe, qui non seulement est le grand responsable de l'effondrement de l'Empire Napoléon Ier, mais il est aussi un des acteurs majeurs du Congrès de Vienne et de la Sainte Alliance, dont nous reparlerons le moment venu et qui ont profondément transformé l'Europe et mis fin au rêve d'exportation des idéaux révolutionnaires sur le continent européen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt.